Monsieur le maire, bonjour. Merci pour cette audition qui pour nous est très importante puisque on va parler encore et toujours du numérique et de nos centres-villes et de nos commerces. Peut-être Constant, la première question au maire de Châteauroux. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Donc, tout d'abord, hein, la première question va reprendre un peu tout ce qu'on est en train de vivre un peu en ce moment, puisque le numérique est devenu un peu incontournable dans notre quotidien. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos administrés étaient de plus en plus en demande d'aide, justement, concernant le numérique, son accès et son développement? Bonjour à tous. Oui, effectivement, nos concitoyens sont très en demande de couverture déjà, de couverture numérique par la téléphonie. C'était très important pour eux dans le secteur urbain, puisque moi je suis maire de Châteauroux, président de l'agglomération Châteauroux Métropole, mais j'allais dire aussi, et de manière encore plus prégnante dans le secteur rural d'un département comme le nôtre, le département de l'Indre, qui compte 220 000 habitants et donc beaucoup de zones rurales. L'enjeu de la couverture mobile, elle demeure une priorité. Nous, on en a fait notre fer de lance. On va d'ici quelques jours, et je peux même vous dire qu'en exclusivité depuis ce matin sur la commune de Châteauroux, on est passé en couverture 5G. On est la deuxième ville de la région Centre-Val de Loire après Orléans à avoir cette couverture. Ça correspond vraiment à une attente et un besoin à la fois des habitants et des entreprises. Donc, avec un développement du très haut débit qui se fait aussi rapidement, qui était une demande. Et puis, le déploiement de hotspots sur les espaces publics, sur les places, dans les parcs, aux abords des lycées, des collèges, des établissements d'enseignement, pour permettre à nos habitants et aux plus jeunes de se connecter sur Internet à moindre coût, sans avoir à pomper, j'allais dire, les datas de leur abonnement. Donc, il y a une vraie demande de couverture et d'accès au numérique. Ensuite, il y a une demande de services numériques. On a progressivement dématérialisé toutes nos procédures administratives, mais au-delà des simples déclarations, demandes d'autorisation, on est passé aussi à la dématérialisation et au paiement en ligne des prestations. Ça a été une sacrée évolution dans notre collectivité que de permettre à des familles de payer la cantine, de payer le centre de loisirs, tout ça avec un seul portail, de pouvoir venir en mairie, de payer les abonnements soit sur place, soit avec des accès numériques localisés en mairie pour ceux qu'on n'aurait pas chez eux, ou à partir de chez eux. Donc là aussi, des services supplémentaires offerts et une demande de services supplémentaires. Et j'allais dire que l'un alimente l'autre. C'est-à-dire plus les gens prennent l'habitude d'aller sur Internet pour avoir accès à des services, plus ils en demandent des supplémentaires au gré de ce qu'on n'aurait pas encore dématérialisé. Tout ça, ça suppose qu'on puisse avoir de l'accompagnement. On le voit par exemple dans nos bibliothèques et dans nos médiathèques, on met à disposition des tablettes pour avoir accès au fonds patrimonial. Il y a une demande d'accompagnement des publics parce que dans nos services, quels qu'ils soient, que ce soit en mairie, que ce soit dans les maisons de quartier, que ce soit dans les médiathèques, bibliothèques, on a des publics très différents. On a des jeunes qui sont aguerris aux usages et on a des moins jeunes qui sont peut-être moins habiles, même si la facilité d'utilisation chez les retraités augmente de manière sensible et assez rapide. Malgré tout, il y a quand même besoin d'un accompagnement et donc dans ces équipements-là, notamment dans les maisons de quartier et dans les médiathèques, on a maintenant des médiateurs numériques et on a, par l'intermédiaire du plan France Relance, postulé pour avoir le recrutement d'un médiateur numérique qui soit affecté dans les équipements municipaux. Donc, on a pu avoir une validation d'un poste là, donc dont le recrutement est en cours. On voit que la mairie, elle reste encore le service, je veux dire l'interlocuteur naturel de la population sur ces questions-là. Quand ils ont un problème d'accès au numérique, ils vont pas aller à la préfecture, ils vont pas aller même à la caisse primaire d'assurance maladie, ils vont demander à la mairie ou à leur maison de quartier comment faire pour accéder. Voilà. Donc il y a une vraie demande et il y a une vraie nécessité pour les collectivités de répondre à cette demande. Et tu as l'impression que ça devient de plus en plus naturel
quand même, c'est vrai que maintenant on utilise Internet pour tout, hein, même pour sa déclaration d'impôt, mais que les gens s'habituent naturellement à Internet. Oui, oui, ça devient quelque chose de normal, j'allais dire. Et si vous n'avez pas l'offre numérique, les gens ne comprennent pas. Pour eux, une démarche, ça doit pouvoir se faire de manière numérique maintenant. Ça devient dans le panier de base, j'allais dire, des services publics qu'on doit rendre. À tel point que là, le débat, vous savez que on est en train tous de penser à l'organisation des élections départementales et régionales. Les gens commencent à dire spontanément, mais pourquoi on ne peut pas voter à distance? Pourquoi il n'y a pas système numérisé? Pourquoi il n'y a pas de machine automatique dans les bureaux de vote? C'est vrai que c'est un sujet, hein. La France avait commencé à permettre la mise en place de machines de vote automatique. Et puis, je crois que ça doit faire 12 ans ou 13 ans que les communes agréées sont gelées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles communes rajoutées au dispositif depuis 12 ou 13 ans. Et c'est peut-être temps maintenant de se poser la question. D'accord, d'accord, d'accord. Peut-être la question sur le commerce, là, hein? Oui, alors c'est vrai que du coup, la crise a quand même précipité l'accès au numérique, et notamment pour les commerçants et artisans qui ont peut-être dû davantage s'adapter avec la vente en ligne, le click and collect. Et on connaît un peu aussi les difficultés qui ont pu causer dans cette transition au numérique. Comment vous avez un peu analysé cette situation qui s'est accentuée et accélérée durant ces derniers mois? Alors, vous avez raison de dire que la situation a été accentuée parce que on a connu deux phases différentes. Il y a eu la première phase de confinement entre mars et mai 2020, avec donc fermeture des commerces et besoin de réagir. Là, on a vu que la réaction sur le sujet de la numérisation et des services offerts à la clientèle, elle s'est faite différemment en fonction du profil des commerçants. Les plus jeunes, les plus habiles aussi sur l'outil numérique, ils se sont lancés rapidement en communiquant sur leur page Facebook, en créant carrément un service de toute pièce de click and collect, en créant une liaison avec leur clientèle. Les plus anciens, eux, sont restés en dehors de ça sur la première période. Ensuite, quand on est passé au deuxième confinement, entre octobre et décembre, là, on a senti un mouvement général. C'est-à-dire que même ceux qui n'avaient pas été séduits ou convaincus la première fois, ils se sont dit on n'a plus le choix, il faut y aller. Cet événement qui était apparu comme un événement exceptionnel, dont on pensait sortir définitivement, eh ben, il n'est pas si furtif que ça, il perdure dans le temps. Et donc, on a besoin d'avoir, nous, une réponse qui soit aussi déployable dans le temps et de créer un lien avec notre clientèle qui soit durable et pas uniquement physique, mais qui puisse être aussi dématérialisé. Et là, pour certains, c'était un vrai problème parce qu'ils se sont sentis convaincus de devoir s'engager dans la démarche sans avoir forcément les capacités de le faire, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil, parce que ce n'est pas leur élément, que leur élément naturel, c'est la relation physique avec le client et que ce n'est pas une relation virtuelle et que du coup, ils se sont sentis un peu perdus. Avec évidemment des offres de services qui se démultipliaient, de gens qui les contactaient en leur proposant des solutions dont ils étaient incapables de savoir si elles étaient vraiment adaptées à leurs besoins ou pas. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est travailler avec l'association des commerçants. On a doublé le budget consacré à l'association des commerçants. On leur donne 10 000 euros par an, on est passé à 20 000 pour leur permettre, avec les 10 000 euros supplémentaires, justement de déployer des solutions numériques, notamment par la création d'une marketplace. Donc, ils ont créé leur marketplace avec le mari d'une des commerçantes qui s'est vraiment engagée dans l'opération, ce qui leur a permis aussi de leur donner un rôle et, j'allais dire, une utilité, et de ne pas être complètement coupé de toute activité commerciale. Je pense que psychologiquement, ça a eu un effet aussi important, de leur permettre d'avoir une sorte de mission à réaliser en commun pendant cette période de fermeture. Après, sur le résultat, sur les retombées, on n'est encore pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire qu'on sait que pour qu'une marketplace fonctionne, il faut y mettre beaucoup de produits, il faut l'alimenter, il faut créer le lien régulier avec l'utilisateur et le consommateur.
Et ça, c'est une difficulté parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement du commerçant qui doit référencer ses produits, essayer de les renouveler, suivre la relation clientèle. Donc ça a été vraiment le point faible qu'on a pu mettre en avant quand on a fait un bilan avec les commerçants du résultat de cette opération-là. Et donc on a souhaité, encore là dans le cadre du plan France Relance et des médiateurs numériques, avoir trois médiateurs qui vont travailler uniquement pour l'association des commerçants et qui vont passer leur temps à passer de commerce en commerce pour aider les commerçants à prendre en photo, à mettre en valeur leurs produits et à pouvoir le mettre sur la marketplace. Donc on va faire ça pendant 2 ans. Donc là, on vient de se lancer sur un programme. Pendant 2 ans, on fait un accompagnement permanent des commerçants pour alimenter la marketplace et pas laisser retomber le soufflet, pas se décourager du peu de retombées. C'est pas qu'il n'y en a pas eu, hein, il y a des retombées, ça a fonctionné, mais évidemment, ça ne crée pas aujourd'hui un chiffre d'affaires qui permette de compenser une fermeture. Alors, il ne faut pas se mentir non plus, ça ne créera jamais un chiffre d'affaires qui permette de remplacer le magasin physique. Mais il faut que ça devienne aujourd'hui un élément complémentaire qui ne soit pas uniquement lié à la crise sanitaire. Et que celui qui n'a pas le temps d'aller au magasin, il puisse quand même prendre le réflexe d'aller commander au magasin local par la marketplace. Mais ça ne fonctionnera pas en s'appuyant uniquement sur les commerçants. Il faut qu'il y ait une aide qui soit permanente et qui leur soit offerte. Et j'allais dire au moins au démarrage, financée par la collectivité, parce que évidemment, le financement de l'emploi n'est pas rentable par le chiffre d'affaires engendré par la marketplace. Alors moi, j'avais 2 questions. D'abord par rapport, alors vous avez parlé de tranche d'âge et vous avez 100% raison. Est-ce qu'il y a des métiers aussi plus faciles où les commerçants vont plus facilement sur Internet et vendent plus facilement que d'autres métiers? Et puis, juste la différence, vous parlez de médiateur du numérique par rapport aux conseillers numériques que l'État aide aussi à hauteur de 20 000 euros. Est-ce que c'est la même chose ou pas Ah oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'accord. Sur les secteurs qui sont plus enclins à utiliser le numérique, le premier, les plus rapides, mais pour une raison qui n'était pas liée au Covid d'ailleurs, c'est ceux liés à la restauration. Tout ce qui est portage de repas, plats emportés, y compris pour ceux qui ne le faisaient pas. C'est-à-dire qu'avec le développement de solutions de portage Uber Eats pour en citer un ou Deliveroo pour en citer un deuxième, depuis quelques mois, on a la chance, nous, à Châteauroux, d'avoir ce système de livraison à domicile. Beaucoup de restaurants s'étaient engagés dans cette démarche-là et vraiment, ça booste le chiffre d'affaires de manière assez importante. En gros, c'est facilement 25% de chiffre d'affaires supplémentaire quand on a un système de portage de repas ou de livraison de repas à domicile ou de produits. Donc, eux s'étaient engagés dans la démarche et ils ont donné envie aux autres restaurateurs qui ne faisaient pas des plats emportés, qui faisaient que de la restauration à table, eh bien, de se lancer là-dedans avec un certain succès aussi. Alors, pas tous par le système de livraison, d'autres simplement par leur page Facebook et la réservation en ligne et le fait que le client vient chercher à la porte du restaurant. Donc ça fonctionne bien. Les suivants, ce sont ceux qui sont liés plutôt à l'aménagement de la maison, l'équipement de la maison, la décoration. Voilà, ceux-là aussi, rapidement, ont pu mettre en ligne. Alors peut-être parce que nous, on a la chance d'avoir une jeune génération de chefs d'entreprise dans ce secteur-là. Et ceux-là, rapidement, ils ont alimenté la marketplace. Aussi ceux qui sont dans l'espace bien-être, les produits de soins, les crèmes, tout ça. Ceux-là ont mis facilement en ligne leurs produits et avec un certain succès. Voilà, les plus, ceux qui ont eu le moins d'enclin, enfin qui ont été les plus difficiles à mettre en œuvre, c'est plutôt l'équipement de la personne, l'habillement, le vêtement, où là, il y a souvent une question aussi d'essai, de taille, voilà. Même les chaussures, hein, alors que la vente en ligne de chaussures fonctionne bien,
nos marchands de chaussures, ils ont été un peu plus difficiles à convaincre. Où ils mettaient 2 paires ou 3 paires, voilà, mais il n'y avait pas vraiment le choix sur la plateforme. Peut-être qu'on parle des data. On en parle beaucoup quand même. C'est vrai que les collectivités oui, les collectivités ont pas mal d'outils aussi pour agir, et c'est vrai qu'on parle beaucoup donc de ces data. Quel est votre avis vous, par rapport à ces open data, et comment vous pouvez vous en servir pour votre ville? Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, mais sur le sujet de... Ouais, des data, en fait. C'est vrai que maintenant, les villes, les maires se dotent de data. Alors, on n'a pas toujours la bonne lecture des data parce que c'est compliqué, mais les data aujourd'hui, c'est quelque chose que le centre-ville de Châteauroux commence à utiliser. Alors, effectivement, je vais dire 2 sujets sur cette question-là. La première, c'est déjà l'obligation qui est faite aux communes de plus de 3500 habitants d'avoir une communication, une ouverture au public de leurs data, donc par l'open data. C'est la loi pour une république numérique qui a imposé ça. En 2016, la loi sort. Nous, on l'a mis en application dès 2018 en créant un site internet dédié qui s'appelle data.châteauroux-métropole.fr, où là, si vous connectez sur ce site-là, vous avez accès à un certain nombre de données que nos services publient régulièrement. On a des indicateurs qu'on leur demande de publier, de donner en libre service à la population, à toutes celles et ceux qui auraient besoin de données sur nos collectivités. Je dis nos parce que c'est villes et agglomérations chez nous qui alimentent ce site internet de data. On l'a fait parce qu'il y avait l'obligation légale. Il n'y a pas beaucoup de villes en France qui l'ont fait. Je crois qu'on doit être à 12%, quoi, entre 10 et 12% des villes qui sont dans les clous par rapport à cette obligation-là. Parce que je pense que les uns et les autres, pas forcément vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir, que souvent les informations, c'est considéré comme une richesse, et que de les mettre en ligne, c'est quelque part abandonner des infos dont on ne sait pas comment elles vont être utilisées par derrière. Nous, par rapport au centre-ville et aux problématiques qui sont celles des commerces, on travaille avec des datas, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont celles des usagers du centre-ville. C'est-à-dire que avec une société, on exploite les données des téléphones portables qui nous permettent de savoir combien on a de personnes dans le centre-ville, rue par rue, mais je vais dire même portion de rue par portion de rue. Et ça, c'est un outil qui est super utile pour connaître les habitudes de déplacement dans le centre-ville, mais également la provenance de cette clientèle, de ces usagers du centre-ville. Et les données vont assez loin, puisqu'on va jusqu'à savoir où ils travaillent, quelles sont leurs tranches de revenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'utile qu'on a déployé à partir depuis un peu plus d'1 an. Là, on vient de ressouscrire l'abonnement pour 2 ans pour pouvoir avoir vraiment un suivi. C'est mois par mois, donc ça, en termes de fréquentation et pour nos commerçants, ça permet aussi de se donner une idée des périodes hautes et des périodes plus basses. On a eu quelques surprises d'ailleurs, hein. Il y a des périodes qu'on imaginait basses et qui sont plutôt hautes, après la rentrée, sur le mois d'octobre par exemple, qui reste un mois haut en consommation, sur les horaires, sur les jours de la semaine aussi. Et ça, c'est super important parce que une des problématiques, c'est évidemment d'être concurrentiel par rapport aux sites internet de commerce en ligne qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc de permettre à un commerçant de voir quelle est exactement la réalité de la présence de la clientèle dans le centre-ville. Ça peut lui permettre aussi de moduler ses plages horaires d'ouverture en fonction de cette présence. Voilà, jusqu'à maintenant, on avait des ressentis. Quelquefois, on faisait des comptages qui sont des comptages ponctuels, en mettant des étudiants sur le bord du trottoir. Maintenant, on a un comptage permanent, 24 heures sur 24, qui est très fiable. C'est très intéressant. Je voulais savoir comment on communique après au niveau des commerçants, des artisans, comment la ville communique. Est-ce qu'il y a des réunions spécifiques ou est-ce qu'on envoie un mail en disant, par exemple, ce week-end, ça a été un week-end excellent, il y avait beaucoup de monde dans le centre-ville. Alors, on a la chance d'avoir un manager du commerce
Historiquement, jusqu'en 2015, l'association des commerçants avait un salarié. Ce salarié, pour une raison professionnelle, a souhaité évoluer dans une autre structure et on a profité de ce départ volontaire pour recruter nous-mêmes. Alors là, c'est la ville de Châteauroux qui parle et la chambre de commerce et d'industrie, un salarié commun. Donc en fait, c'est un employé de la chambre de commerce et d'industrie qui est notre manager du commerce et qui est mis à disposition de l'association des commerçants. C'est lui qui fait le lien avec les commerçants, qui anime l'assemblée générale, qui anime les commissions, les différentes commissions thématiques de l'association. C'est lui qui gère le système des données fournies par l'opérateur qui fait le suivi de la fréquentation, et c'est lui qui fait le retour aux commerçants. Voilà, et donc il y a une commission de l'association des commerçants qui travaille sur ce sujet-là, tout comme il y a une commission urbanisme qui travaille sur les aménagements de voirie qu'on réalise, qui donne son avis. Et donc c'est vraiment le manager de commerce qui fait le lien en permanence avec les commerçants sur ce sujet. Très bien. Moi, je pense que c'est bon. Allez, on va te poser la question, comment tu vois le centre-ville en 2030? Parce que c'est vrai que là, on a quand même, malgré cette crise, on voit que, au contraire, nos habitants, nos consommateurs disent on vient en centre-ville. Et même de consommer en centre-ville, d'après le dernier baromètre qu'on fait avec le CSA, nous disent que 9 Français sur 10 considèrent que de consommer en centre-ville est un acte citoyen. Donc voilà, comment on garde tout ça et comment 2030 s'avance. Alors moi je crois vraiment à une évolution des modes de consommation. Donc effectivement, avec une forte propension à valoriser le local, à réduire les déplacements, donc du coup ce qui est très très favorable au centre-ville, une évolution certaine du commerce traditionnel, peut-être moins de commerce mono-produit, mono-activité, et plus de concept store avec une multi-offre et du coup une clientèle plus large. Je pense que typiquement les magasins qui font uniquement du vêtement, qui sont dans des secteurs très concurrentiels, qui souffrent beaucoup en ce moment, ils vont devoir se diversifier pour avoir d'autres produits que le vêtement, quitte à avoir même une partie salon de thé, restauration, enfin des lieux dans lesquels on peut se poser et puis acheter. Enfin, je le vois pour ceux qui se créent aujourd'hui sur le territoire de Châteauroux, ce sont ceux qui fonctionnent le mieux, ceux qui sont en multi-activités, multifonctionnels. Et je vois aussi un centre-ville avec des grandes enseignes qui se sont réappropriées des espaces. Je pense notamment aux grands qui sont plutôt aujourd'hui en périphérie parce qu'ils avaient besoin de grandes surfaces, que ce soit ceux de l'alimentaire, dont on voit déjà qui recréent des petites supérettes, épiceries, qui créent vraiment un réseau dans les centres-villes. Je pense qu'eux, aujourd'hui, c'est déjà une réalité, mais qu'en plus d'eux, on va avoir ceux qui sont, par exemple, dans l'ameublement, typiquement des enseignes comme Darty. Je pense qu'eux, ils auraient tout à gagner à venir en centre-ville sur des espaces qui sont plus des espaces de showroom, c'est-à-dire où on ne vient pas chercher sa gazinière ou son téléviseur. Par contre, on vient le voir, on vient le choisir, on vient le commander et il est livré chez la personne qui vient l'acheter par un service de livraison qui est rattaché au magasin ou peut-être à son grand magasin qui reste lui en périphérie ou une plateforme de livraison annexe de l'enseigne, mais qu'on viendra en centre-ville pour voir les choses, pour les choisir et les commander. Voilà, que ce sera des lieux de visite, d'achat aussi, mais on ne viendra pas chercher à emporter, quoi. L'habitude qu'on a d'aller dans un magasin, de prendre le truc sur le rayon et de partir avec, ça va évoluer. Et qu'on va venir, qu'on va commander, quand on va rentrer chez soi, le produit va arriver quelques heures après chez soi, mais qu'on ne se promènera pas, parce qu'aussi en centre-ville, on n'aura pas forcément notre voiture, qu'on va y aller plus en vélo, plus à pied, et que la question du transport de l'objet, ça va être une vraie problématique. L'achat d'une réunion avec une société qui fait de la livraison par drone, je crois que ça va aussi se développer, la livraison par drone. C'est-à-dire que les gens ils prendront l'habitude d'aller à un espace où il y a des casiers, et ces casiers ils ont été alimentés par des drones qui seront venus de plusieurs sources différentes pour amener le produit du client qui va aller chercher. Voilà. Ce ne sera pas forcément plus déshumanisé, parce qu'il y aura quand même des contacts, mais ce sera différent. Ce ne sera pas le service qu'on connaît aujourd'hui. Et ce ne sera pas moins agréable, je pense, hein,
parce qu'on passera plus de temps peut-être à se poser, à boire un verre, plutôt que d'aller simplement faire un acte d'achat. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle pour que le centre-ville fonctionne bien, qu'il faut une véritable volonté politique, je pense vraiment que Châteauroux l'a par son maire, et on se félicite de vous avoir remis le prix du dynamisme à Pau dernièrement aux Assises nationales du centre-ville. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.